Bonjour à tous, on va continuer cette deuxième session de l'AIUS. Alors, on va faire un peu les nouveaux codes, nouvelles prises en charge avec sexualité sans contrainte. Donc, Betty Rossin de Marseille va nous parler de la contraception, une généralité connectée, rebelle aux contraintes. Corinne Delbar de Paris va nous parler de sexualité sans étiquette et Rosa Carvajata de Grenoble, du préservatif est-il toujours d'actualité? Donc je demande à chacun de bien respecter les temps de parole pour qu'on ait une discussion après. Betty, à toi. Je suppose qu'on clique sur le... Marche arrière. Merci. Alors je remercie le comité d'organisation de m'avoir invité à vous parler de la contraception, une génération connectée, rebelle aux contraintes. C'est Rosa qui m'a mis ce titre un peu compliqué. Alors en fait, c'est vrai que la contraception a considérablement modifié l'équilibre sociétal du XXe siècle, du fait de la dissociation entre maternité et sexualité, qui fait que la femme s'inscrit sur le plan sociétal différemment. La contraception a été le combat de la génération précédente. La nouvelle génération s'interroge sur ses risques cachés. Elle a grandi avec Internet, elle est plus informée, plus contestataire, vit dans l'instantané, connectée au smartphone pour échanger, s'instruire, consommer, comme on le disait tout à l'heure. Donc pour comprendre cette génération, sensible au tout naturel, il faut l'appréhender dans sa globalité. Dans un premier temps, analyser cette volonté de partager des valeurs communes, c'est-à-dire ce besoin de comprendre, de quête de chance en toute chose, des problèmes écologiques et d'éthique, et tenir compte du contexte social très différent de celle des baby-boomers, génération bénie d'une société en plein essor qu'a vu naître la contraception. Pour saisir cette problématique de la contraception et le refus de contrainte, il faut l'aborder dans trois dimensions. On a une dimension sociétale, qui est la révolution numérique et la liberté d'expression. Nous avons une dimension humaine, c'est la génération qui se structure en groupe de pensée et qui doute des progrès de la science. Et enfin, on a une dimension culturelle, c'est que le patient est devenu un acteur de sa santé en général et sexuelle en particulier. Alors la dimension sociétale, en fait cette génération hyper connectée est soumise à une véritable déferlante de fake news. Elle se trouve confrontée aux incertitudes. La société actuelle vit, on le sait, une véritable révolution numérique. Enfin, les enfants des baby-boomers, ils ont aujourd'hui 30 à 40 ans. Ils ont été élevés dans l'émergence du digital et en environnement social beaucoup plus stressant. Ils sont tournés vers des préoccupations très différentes de celles de leurs parents. On parle plus d'environnement, de nature, d'écologie. Et le deuxième point très important, c'est qu'ils bénéficient d'une large circulation des idées et d'une grande liberté d'expression, la presse, le net, les leaders d'opinion. Donc, on se retrouve devant la liberté de contester des valeurs consensuelles, et ce, au profit d'une information électronique non filtrée. On a une liberté de parole face à la contraception et ses conséquences supposées, qu'elles soient vraies, fausses ou mal comprises. En fait, cette liberté d'expression qui est un droit, mais dont la résultante peut être déviante, en fait actuellement, avec la montée en puissance de minorités de pensée qui se regroupent et impactent l'éthique sociétale. En fait, cette liberté, en plus, elle est attaquée sur le net sous l'emprise d'algorithmes qui exploitent les données et mutualisent l'information. Alors la dimension humaine, Hannah Arendt disait que l'opinion et non la vérité est la base indispensable de tout pouvoir. En fait, la psychologie sociale décrypte nos biais cognitifs. Dans un premier temps, nous croyons ce qu'il est dit. Dans un deuxième temps, il y a une défiance et une vérification via le filtre de nos préjugés, en évitant bien évidemment les informations incompatibles avec nos certitudes, donc une adhésion sans esprit critique, avec une surestimation de nos capacités d'analyse, va se mettre en place des faux souvenirs, une connaissance qui est acquise comme ça. Il devient difficile de changer d'avis, vont se mettre en place des théories de conspiration.
Il est quand même incroyable qu'à notre époque, où l'information est si facile, où on a un accès si facile, il y a une véritable amnésie de la recherche de la véracité. Peut-être parce que la démarche est trop longue, la génération hyperconnectée vit avec les réseaux sociaux, question-réponse immédiate. Sur les smartphones, elle s'informe, discute sur les blogs, utilise les applications Facebook et Twitter, construit des relations sociales avec un accès immédiat, en tout temps, en toute heure, en tout lieu, modifiant les rapports avec l'espace et le temps. Cette génération met en partage ses expériences et prend appui sur elles pour contester obligations et contraintes. Elle est beaucoup plus individuelle. Elle va rechercher des repères en dehors des chemins traditionnels et surtout elle est en quête de valeurs. Si on regarde les sites mensongers, vous voyez qu'ils sont beaucoup plus populaires que les médias traditionnels sur Facebook. Et si on regarde de l'autre côté de la diapo les confiances dans les acteurs institutionnels, vous voyez que celui qui a eu le plus d'effets bénéfiques, ça a été le lanceur d'alerte d'opinion publique. Alors la dimension culturelle, qu'est-ce que c'est? D'abord, il faut faire un préambule. Le préambule, c'est que la loi Kouchner, qui date de 20 ans, a changé les relations entre les médecins et les patients, a profondément impacté ceci. En effet, le patient, auparavant, était un sujet passif. C'était la médecine paternelle. Le médecin décidait. C'était les médecins de ma génération quand j'étais petite. Maintenant, le sujet devient de plus en plus actif jusqu'à devenir un véritable collaborateur du médecin et participe aux décisions le concernant. D'où l'approbation des femmes, de leur santé sexuelle, de leur contraception. Elles veulent moins de contraintes, plus de naturel, moins d'effets secondaires réels ou supposés. Il faut l'entendre. Alors, les problèmes, c'est quoi? Les problèmes, c'est que la contraception est un acquis de la génération précédente, confiante dans les progrès scientifiques. La nouvelle génération adhère et revendique son droit à la maîtrise des naissances, mais avec un comportement sous-tendu par une inquiétude et une confiance détériorée. Elle veut comprendre les avantages et les contraintes et force la porte à une nouvelle ère contraceptive. Elle bouscule les idées. L'hormonophobie, elle trouve son explication dans une succession de crises. Il y a eu la crise du THS, du traitement hormonal substitutif, 2002, d'où la transmission de cette angoisse des hormones de la mère à la fille. Ensuite, il y a eu la crise de la contraception des pilules de 3e génération, avec un AVC, vous vous rappelez, sous une pilule de 3e génération en 2012, des remboursements dans l'urgence, bref, couverture médiatique incroyable sur les risques cachés de la pilule tue et plein d'autres mythes. Ensuite, il y a eu la crise du Mirena. Il a fallu qu'il y ait des groupes de patientes qui se constituent sur les réseaux sociaux pour qu'on signale les effets de l'acné et des syndromes dépressifs, alors que normalement, les hormones du stérilet ne passent pas dans le sang ou à des taux très faibles. Cependant, il y a véritablement de l'acné. Donc le défi aux hormones, le désir au plus naturel, il faut l'entendre, la contraception doit évoluer. Mais l'hormonophobie, pas que, puisqu'il y a eu la crise des SUR et que l'Agence nationale de sécurité de médicaments, dans l'urgence encore, a stoppé son utilisation en 2017. Alors les réponses, c'est quoi? C'est une recherche innovante. Pour répondre à moins de contraintes, eh bien bientôt on aura des pilules ou des formes injectables mensuelles. On aura des patchs hebdomadaires, des patchs annuels, des sprays, des gels. Pour répondre à plus de naturel, on a maintenant du 17-bêta-œstradiol à la place de l'éthényl-œstradiol. Mais on a surtout aussi un nouvel œstrogène qui est très intéressant, qui est l'estétrol, qui a l'avantage d'être un agoniste des œstrogènes sur le vagin, l'utérus, l'os, le cerveau, et un antagonisme au niveau des seins. Vous en voyez les conséquences immédiates dans les familles à risque de cancer. Pour répondre aux stop hormones, la recherche a mis en place des mini-stérilets. Mais demain, c'est la protéomique, la génétique, que ce soit l'ovocyte, le spermatozoïde ou les gamètes. Pour répondre à l'égalité homme-femme, bientôt on a un gel de testostérone associé à de la nestérone à 1 fois par jour.
Voilà. Et plus loin, on aura probablement une pilule avec un nouvel androgène pour ces messieurs. En tout cas, il faut se rappeler que d'une seule chose, c'est que la contraception est un acquis majeur de la société, comme le rappelle la FIGO. Elle a diminué de moitié la mortalité infantile dans le monde et de moitié la mortalité maternelle. Alors, les résultats. C'est vrai que la dimension sociétale et individuelle, la relation au monde de la génération hyper-connectée a changé. Comme on le voyait tout à l'heure, elle innove dans sa façon de consommer. Consommer sa contraception, consommer sa sexualité. Net illimité, contenu sexuel illimité, et bien sûr des troubles du comportement sexuel. D'autre part, l'amour est plus éternel. On ne se marie plus pour l'éternité. La moitié des couples divorcent. On ne fait plus un enfant par obligation, mais un enfant par choix. C'est un enfant du désir. Les rapports entre les sexes changent. On a la PMA pour les femmes seules, les homosexuels, le mariage pour tous, et la contraception liberté, normalement d'une sexualité sans contrainte, est confrontée à une contraception redoublée. Et sûr, quand même, il y a eu 3000 victimes. 200 000 femmes avaient bénéficié de cette méthode de contraception. 11% des femmes ont été explantées. On a eu 51 décès, 50% de séquelles opératoires graves, selon le ministère de la Santé en 2017. Si on regarde maintenant le baromètre santé, le désamour pour la pilule se confirme. 45% d'utilisatrices en 2010 versus 36% en 2016. Mais le baromètre santé 2016 montre que 71,8, presque 72% des femmes sont sous contraception médicalisée, que ce soit la pilule, le stérilet, les implants, les anneaux. Il n'y a que 20% des femmes qui ont une méthode liée à l'acte, c'est-à-dire préservatif, méthode locale ou naturelle. En fait, il y a un accord sur la contraception, parce que le nombre de femmes sans méthode contraceptive n'est plus que de 8% en 2016 versus 13% en 2010. Mais il y a un désaccord pour l'hormonal. Encore que l'homophobie, elle est très sélective, puisque le marché de la pilule progestative est en augmentation. En fait, cette génération, elle adhère au soft, au minimum, d'où l'augmentation de la contraception du lendemain, qui augmente d'autant plus qu'on a le nombre de partenaires, et les IVG, même si elles ont diminué de 4% en 2020, elles sont à 72% médicamenteuses, mais ça concerne quand même 27% des jeunes femmes de 20 à 29 ans, c'est-à-dire 222 000 IVG, c'est quand même énorme. Alors la discussion de ces sociétés hyper connectées, c'est vrai qu'elle est mue par un désir de comprendre avant d'apprendre et d'obéir. Donc il faut se mobiliser face aux fake news. Et ça, les autorités l'ont bien compris. Donc on a les informations, le site santé.fr, du canal détox de l'INSERM, www.choisir ma contraception, onsexprime.fr, enfin tout autre site très bien connu. Nous, médecins, il faut lutter contre l'hormonophobie en rappelant les valeurs ajoutées. C'est quoi les valeurs ajoutées? C'est d'éviter les métrorragies, les troubles du cycle, les troubles des règles, les troubles de l'ovulation, de l'endométriose, de l'acné, de la pilosité, de la chute des cheveux, du syndrome prémenstruel, des troubles de l'humeur et de la mortalité. La mortalité globale est diminuée grâce à la pilule. Les homéopathies malignes sont diminuées. Le cancer du foie est diminué. Le cancer de l'ovaire est diminué. Le cancer du côlon est diminué. Maintenant, c'est vrai qu'il y a un petit risque sur le cancer du sein qui disparaît à l'arrêt de la contraception. Encore faut-il que vous sachiez que le cancer est essentiellement lié à l'âge à laquelle la femme aura sa première grossesse à terme. Ça, c'est pas la pilule, c'est que les femmes font des enfants trop tard maintenant. Il faudra bien sûr, notre rôle, c'est de replacer, surtout ici, la sexualité au centre des débats de la contraception. Rappeler que la pilule permet un épanouissement sexuel, une meilleure connaissance de soi, d'apprécier son pouvoir de séduction, d'avoir des expériences du non, tout en faisant attention au vécu psychoculturel des patientes que nous avons en face de nous, parce que la contraception, il peut y avoir une gêne, parce qu'il y a une culpabilité du plaisir,
une modification du fantasme et de l'imaginaire érotique, qu'il faut faire le deuil temporaire de l'enfant imaginaire. En fait, la littérature, elle est très contrastée sur la libido et la contraception. Les grosses études de Borot 2012, de Pastor 2013, qui regroupent plus de 36 équipes, montrent que, en gros, la contraception n'entraîne peu de modifications de la libido dans 60% des cas, qu'elle est plutôt augmentée dans 30% des cas et qu'elle peut être diminuée en 10% des cas, mais essentiellement avec la contraception progestative. Alors, en fait, il faut comprendre que les enjeux de la contraception ne sont pas qu'individuels, ils sont sociétaux et politiques. Sur le plan sociétal, la contraception et le travail des femmes, c'est vrai, a permis une montée en puissance des femmes et une diminution de la dominance masculine. Les réseaux sociaux ont permis une libération de la parole. Mais sur le plan politique, les débats sur la contraception, que ce soit pour des raisons culturelles, des raisons religieuses ou opportunistes, la finalité, c'est réguler la population, donc notre liberté sexuelle. En Pologne, accéder à une contraception d'urgence, ça devient impossible. Je ne vous dis pas la contraception. Aux États-Unis, il y a une semaine, 26 États sur 50 menacent le droit à l'avortement, même en cas de viol, dans la première démocratie du monde, et 49 ans après l'avoir voté, son autorisation. Donc il faut rester vigilant. Je vous dirais donc en conclusion que la pilule s'adresse à une autre génération que celle qui a vu naître la pilule, que la génération hyperconnectée, elle n'est pas rebelle, elle est seulement plus instruite, plus opportuniste, que l'hormonophobie est un vrai sujet, il faut expliquer les relations bénéfices-risques, la contraception liberté se confronte à la contraception redoutée via le net. Entre les deux, il y a un fossé plein d'incertitudes. Notre rôle de médecin, c'est de combler ce fossé. On retiendra une chose, c'est que la contraception a plus d'avantages que d'inconvénients sur le plan de la santé et de la sexualité. Je vous remercie. Donc bonjour à toutes, à tous. Merci de m'avoir invité à ce congrès avec un titre proposé par Rosa également, hein, Sexualité sans étiquette. Donc j'ai réfléchi un petit peu à ce que pouvait vouloir dire étiquette. Et je me suis dit, de quoi parle-t-on ? Alors l'étiquette comme un marqueur de la représentation sociale et des systèmes de catégorisation. Plus brièvement, des stéréotypes. L'intérêt de se poser la question de l'étiquette, c'est aussi qui va la poser, cette étiquette. Est-ce que c'est la société qui pose l'étiquette ? Est-ce que c'est le ou la patiente ? Est-ce que c'est le ou la professionnelle de santé ? Si c'est le professionnel, ça va parler des représentations sociales du professionnel, ça va parler de ses stéréotypes, mais pas que. Ça peut aussi parler de l'économie cognitive, hein, c'est-à-dire faciliter la compréhension du monde, faciliter son regard sur le monde, parce qu'il y a beaucoup trop d'informations, on est obligé de réduire les choses pour mieux les comprendre. Et puis aussi dans une logique de groupe à risque. Parce que quand on fait de l'épidémiologie, on a tendance aussi à penser groupe à risque et donc à penser des pathologies spécifiques en fonction de certains groupes, comme par exemple les hommes gays et le VIH. Si c'est le ou la patiente qui va poser cette étiquette, c'est différent. Ça parle d'une autodéfinition de soi. Ça parle d'une affirmation de ce qu'on est, de son identité. Peut-être que le ou la patiente va vouloir poser cette étiquette pour aider les professionnels, ou peut-être pour devancer une situation d'outing, hein, c'est-à-dire de devoir dire ce que l'on est alors qu'on n'en a pas envie. Cette étiquette, elle peut avoir plusieurs rôles, plusieurs fonctions. Elle peut aider à l'évaluation, elle peut aider au diagnostic, à la prise en charge. Elle peut maximiser l'alliance thérapeutique, la sécurité dans la consultation, ou tout le contraire, en fonction qu'on en parle pas,
et de comment on en parle et avec qui on en parle. Donc je vais tenter de démontrer un petit peu l'importance de l'étiquetage par le patient, en vous parlant majoritairement des FSF, des femmes qui ont des rapports sexuels avec des femmes, ce que je connais le mieux, mais en vous donnant aussi quelques petites informations concernant les gays et les personnes trans. Alors c'est important de revenir sur la représentation, par exemple, de la sexualité entre femmes. On a tout un système de représentation qui fait que la sexualité entre femmes est peu perçue, peu parlée et parfois peu prise en charge. Une dénégation, c'est-à-dire un impensé social à jouir sans principe masculin. Une dévaluation, c'est-à-dire un comportement qui serait anormal. On a toujours dans l'inconscient collectif l'idée de la maladie, du péché, de la perversion. On a également une instrumentalisation, un fantasme sexuel à destination des hommes hétérosexuels qui a été très marqué, notamment dans la pornographie mainstream. On a la réprobation, une transgression du genre féminin et des rôles sociosexuels qui sont normalement dévolus aux femmes. Une invisibilisation, l'impensé du risque sexuel ou de la sexualité, en partant du principe que la sexualité entre femmes est une sous-sexualité ou une non-sexualité. Et puis la psychologisation, et ça vaut pour toutes les femmes, une sexualité féminine qui est perçue comme plus psychologique, plus émotionnelle, plus centrée sur la conjugalité. Donc ces représentations, elles vont créer des freins à la prise en charge, mais elles vont aussi être le terreau des violences réelles ou symboliques et des discriminations à l'encontre des FSF. Je vous ai montré, là je vous ai donné quelques chiffres. Les violences LGBT-phobes, dont les représentations sociales sont le terreau, sont consécutives des parcours des populations LGBT. Les lesbiennes, les gays, les bisexuels sont 2 à 3 fois plus souvent exposés à des violences psychologiques, verbales, physiques ou sexuelles que les personnes hétéros. Un homme sur 3 déclare avoir subi des injures ou des agressions liées à son orientation sexuelle au cours des 12 derniers mois. 61% des répondantes dans l'enquête sexo-FSF déclaraient avoir connu parfois ou souvent des insultes, mépris, injures ou harcèlements en raison de leur orientation sexuelle au cours de la vie. Dans l'enquête d'Alessandra Espinera en 2019, 85% des personnes trans interrogées déclaraient avoir été victimes de transphobie au cours de leur vie et 37% de façon répétée. Et en 2019, l'Observatoire des LGBT-phobies notait que 20% des lesbiennes et 17% des gays déclaraient des violences et discriminations spécifiquement dans le milieu médical. Alors, il est important de comprendre qu'il n'est pas nécessaire d'avoir vécu des violences pour qu'il y ait un impact au niveau de la santé mentale, voire de la santé sexuelle. Et c'est ce qu'a démontré Meyer en 2003 en parlant du stress minoritaire. On peut avoir un impact sur la santé mentale, qu'on ait vécu des violences ou qu'on ait peur de vivre des violences. C'est ce qu'il note différemment avec ces 2 termes-là, le stress distal et le stress proximal. Donc le stress distal, c'est le facteur objectif, c'est avoir été victime de violences, et le stress proximal, c'est le facteur subjectif, c'est-à-dire la peur ou l'anticipation d'événements stressants ou d'événements de violence qui vont amener la dissimulation de l'orientation sexuelle et ce qu'on appelle l'homophobie internalisée. Ce stress minoritaire, il est important parce qu'il est spécifique à toutes les minorités, que ce soit, bon là on parle des minorités LGBT, mais ça peut être le cas aussi pour les minorités racisées. Et donc c'est un stress spécifique que ne connaissent que les minorités par rapport au groupe majoritaire. Il va y avoir des impacts très spécifiques de ce stress minoritaire, notamment un impact sur les capacités d'adaptation sociale et de régulation émotionnelle, ainsi que sur les aspects cognitifs. Donc de l'instabilité émotionnelle, des émotions négatives, de l'homophobie intériorisée et de la distorsion cognitive, c'est-à-dire de la haine de soi, de la mauvaise estime de soi. On remarque aussi un phénomène d'hypervigilance et d'hyperattention, l'anticipation du risque, l'évitement ou la dissimulation de l'orientation sexuelle, de l'isolement social,
de l'évitement du lien et aussi de l'hypersensibilité au rejet. Les expressions de ce stress minoritaire vont être ce qu'on appelle la souffrance cliniquement significative, donc de la dépression, de la suicidalité, prise de risque, usage de produits psychoactifs, troubles du comportement alimentaire, anxiété, parfois épisodes de stress post-traumatique, et puis aussi renoncement aux soins. Pour revenir sur la santé mentale, voici quelques chiffres. Une prévalence 2 fois plus importante d'épisodes dépressifs caractérisés, que ce soit chez les lesbiennes bisexuelles ou chez les gays et bisexuels. Une prévalence de tentatives de suicide au cours de l'année passée plus de 3 fois plus importante. Et puis, des prévalences encore plus importantes dans les populations trans. Alors pour le moment, en France, on n'a pas énormément d'informations à ce sujet. Ça a déjà été beaucoup travaillé dans les pays anglo-saxons. Pour autant, dans l'enquête d'Alessandrin et Spinera en 2019, on avait 56% des personnes trans interrogées qui déclaraient avoir fait une dépression suite à des actes transphobes et 18% une tentative de suicide. Donc on a là une population qui a des facteurs de risque spécifiques en termes de santé mentale, liés notamment au stress minoritaire qui peut être ressenti. D'où l'importance finalement de devancer un petit peu ce stress de ces populations et de pouvoir parler de l'orientation sexuelle en consultation. On se rend bien compte dans les études que peu de praticiens posent la question. Et puis souvent, c'est pas comment dirais-je parce qu'ils ont des difficultés à en parler, mais plutôt parce qu'ils ont peur de gêner, ils ont peur d'intruser. Ils ont peur de ne pas savoir quoi en faire ou quoi en dire. Vous voyez ? Pour autant, on se rend bien compte que ça a un effet important. 49% des femmes interrogées déclarent n'avoir jamais parlé de leur orientation sexuelle avec le médecin traitant. Mais 81% indiquent que le médecin n'a jamais posé la question. Pour les hommes, c'est respectivement 40% et 79%. Les soignants évoquent ce que je vous disais, le manque de temps, la peur d'être intrusif, de gêner, d'être irrespectueux, mais aussi la peur de manquer de connaissances pour pouvoir aiguiller. Et pourtant, 97% des patients et patientes accepteraient volontiers de répondre à la question et se sentiraient beaucoup plus en sécurité si on leur demandait. C'est intéressant de poser la question parce que, en dehors des questions de santé mentale qu'on a vues un petit peu plus tôt, il y a aussi des questions de santé sexuelle. Et par exemple, chez les FSF, particulièrement en lien avec les infections sexuellement transmissibles. On sait, de par les études anglo-saxonnes et puis aussi quelques études françaises, que les FSF ont un nombre important de partenaires, et notamment un nombre important de partenaires masculins au cours de leur vie. Qu'il y a une prévalence d'IST qui est élevée. On est à 12% versus 3% par rapport aux femmes hétérosexuelles qui ont déclaré une IST dans les 5 dernières années. On a très peu de prévention. Seuls 13% des répondantes à l'enquête presse gay et lesbienne de 2011 disent avoir déjà utilisé un moyen de prévention dans les 12 derniers mois dans les rapports sexuels avec une femme. Et puis, on a toute une méta-analyse qui montre qu'il y a beaucoup d'IST, notamment des chlamydiés, du HPV, mais aussi de la syphilis, de l'hépatite B et de l'hépatite C. Donc là, c'est pour vous montrer un petit peu la prévalence totale du VIH qui est de 0,4. C'est pas énorme, mais c'est intéressant de voir que oui, il y a des femmes FSF, donc qui ont des rapports sexuels avec des femmes qui sont séropositives, et il ne faut pas l'oublier. On a 7% des femmes de l'enquête qui ont couché avec des hommes et des femmes qui ont eu au moins une IST dans les 12 derniers mois. Alors, finalement, ce stress minoritaire, cette peur du jugement, cette peur de la discrimination, elle a un impact sur le recours aux soins et au dépistage. 19% des répondants ont dit avoir vécu au moins un épisode ressenti comme homophobe ou l'ayant affecté du fait d'un jugement sur la sexualité. Les conséquences majeures, c'est la rupture et le renoncement aux soins. 25% des personnes trans déclaraient avoir renoncé à voir un médecin au cours des 12 derniers mois de crainte d'être discriminées du fait de sa transsexualité.
Ce qui émane de cette réalité, c'est qu'il y a la création de réseaux alternatifs et des listes blanches. C'est-à-dire que les minorités s'organisent et construisent des réseaux parallèles et alternatifs où ils se sentent en sécurité et où ils vont pouvoir justement avoir une prise en charge qui leur convient. Alors c'est les réseaux Ginenco, c'est les réseaux PsySafe, c'est la BDD Trans. Et puis ce sont aussi la création de centres ou de réseaux de santé spécifiques dits communautaires. Le reste, à Rennes, l'espace santé trans à Paris, la maison médicale de Lille, le Checkpoint, le Spot, le 190. L'idée serait, malgré tout, de pouvoir faire revenir ces populations dans les structures de droit commun. Pour autant, pour que ce soit possible, il faut aussi que les soignants puissent se former. Je pense aussi qu'en tant qu'accompagnant, en tant que soignant, on soit en capacité de pouvoir poser ces questions et de se sentir à l'aise pour accueillir les patients dans leur spécificité. D'autant qu'il y a certains secteurs de soins qui sont encore très éloignés des publics et notamment FSF comme la gynécologie. Puisqu'on a une association de la gynécologie avec la contraception et la grossesse, donc qui concernerait que les personnes hétérosexuelles. On a une représentation qui est partagée d'une sexualité sans risque ou d'une non-sexualité, autant du point de vue des médecins, mais aussi des patientes. Parce que comme il n'y a pas de documentation ou d'information spécifique, elles partent du principe qu'elles ne risquent rien non plus. On a donc un sentiment d'immunité vis-à-vis des IST. On a aussi la multiplication des expériences négatives, perçues, vécues, craintes, entendues. Et puis la peur d'être soi-même discriminé, jugé ou de ne pas être pris en charge. Donc il y a peu de recours aux soins et au dépistage, ce qui majore les risques de cancer de sein et de cancer du col de l'utérus, les retards au dépistage et à la prise en charge. Alors là, c'est pour illustrer un petit peu le propos. Dans l'enquête EPGL de 2011, on a 36% des femmes qui n'ont eu que des rapports sexuels avec des femmes qui n'ont jamais eu de consultation pour motifs gynéco tout au long de leur vie. 60% n'ont jamais eu de frottis cervico-utérin. 90% n'ont jamais fait de dépistage chlamydia. 58% n'ont jamais été testés au VIH sur la vie entière. Alors en conclusion, je dirais ne pas étiqueter, mais accueillir l'autre dans sa spécificité, c'est-à-dire accepter et accueillir l'étiquette que l'autre se donne. C'est comprendre aussi que cette spécificité de la singularisation, le fait de pouvoir venir avec cette identité forte qui vient marquer l'orientation sexuelle, permet d'améliorer l'alliance thérapeutique, mais permet aussi une prise en charge mieux ciblée. Important de comprendre aussi que l'orientation sexuelle, le genre, le sexe, l'autodéfinition ne dit rien des pratiques, des comportements ou des prises de risques. C'est travailler ses propres représentations, ses propres stéréotypes et attendre que le patient ou la patiente nous donne du matériel. Pour favoriser l'adhésion et le retour vers le soin de ces populations, un accueil inclusif plutôt qu'un accueil universel. C'est-à-dire ne pas penser que tout autre est le même, mais de se dire qu'on accueille toutes les personnes de la même façon. Connaître ces représentations et ces stéréotypes pour mieux les tenir à distance, parce qu'on en a toutes et tous. Ouvrir et dégenrer les discours, aussi pour éviter le piège de l'hétérosexualité supposée. Poser systématiquement la question de l'orientation sexuelle. Penser la sexualité entre femmes comme possiblement pénétrante et assertive, pour mieux penser et prendre en charge aussi les dysfonctions sexuelles, sans présupposer des pratiques et en s'adaptant aux patientes. Ça redit à peu près la même chose. Et je vous ai mis aussi quelques ressources, des ressources associatives pour le coup, qui permettent de trouver quelques informations et quelques axes de réflexion sur l'accueil des populations LGBTQI, voire A+. Donc le petit livret Tomber la culotte à destination des FSF, le comprendre les transidentités de l'association Transat à Marseille, l'accueil médical des personnes trans de l'association Chrysalide à Lyon,
le petit livret Chemsex du RESPAD à Paris, une brochure sur le BDSM, pourquoi pas, et une brochure du CRIPS pour une santé inclusive et de SIDAction qui concerne la santé psychique chez les personnes LGBTI. La bibliographie qui sera disponible aussi si vous le souhaitez. Merci. Bonjour à tous. Alors, parler de sexualité de nos jeunes générations et parler de sans contrainte, on va s'interroger dans ce cadre-là de l'utilisation du préservatif actuellement. Alors, pour parler de préservatif, il faudrait quand même aussi, bon, ça a été dit depuis ce matin dans différentes communications, savoir un peu de quoi on parle et de savoir un peu ce que fait ou ce que font ces jeunes générations. Alors en gros, je ne vais pas vous détailler, ce n'est pas le but, mais il faut bien savoir que ça va à l'encontre de tout ce qu'on dit. C'est que si on va concrètement regarder de près à la loupe, c'est à l'inverse des peurs que transmettent les médias, c'est que les rapports sexuels entre jeunes adultes sont en baisse. Le sexe est omniprésent, on en parle, on le visionne comme on veut, mais le désir s'en va. Vous savez que tout ce qui est trop accessible, si c'est trop facile pour vous, votre désir va s'atténuer. C'est bien le gros problème. Donc, effectivement, c'est une des influences de la pornographie qui aussi, non seulement est très accessible, vous permet d'avoir tout ce que vous voulez, comme vous voulez, quand vous voulez, mais c'est aussi parce qu'elle a de ces codes à elle qui ont été bien implantés dans notre société depuis déjà au moins 20 ans, qui sont des codes où la performance est le plus important, en fait. Au dépend de la spontanéité, au dépend de la sensualité, ce qui fait que, effectivement, ces codes pornographiques, vous savez que c'est un business, la pornographie, elle est là pour exciter les hommes. C'est ça, le marketing. Et donc, c'est pas le même mode d'excitation que pour les femmes. Donc, il y a un désintérêt, effectivement, chez les filles. Et en plus, comme il n'y a pas d'autre modèle pour notre sexualité, ça fait que les filles ne voient pas bien l'intérêt de cette sexualité, en tout cas de cette forme de sexualité. Et du coup, il y a une augmentation assez flagrante des troubles érectiles chez les garçons. Ça, c'est spectaculaire dans nos pratiques au quotidien sur le terrain, où on a vu les consultations avec les jeunes augmenter au moins de 20%. C'est une chose incroyable, en tout cas sur le terrain. Les moins de 30 ans présentent des troubles érectiles autant ou presque que les hommes de 50 ans actuellement, vu cette pression autour de la performance. Et bien sûr, je ne parle pas qu'au niveau de la France, mais des différentes études, effectivement, l'ont bien montré, notamment aux États-Unis, où il y a 23% des 18 à 29 ans n'ont eu aucun rapport sexuel en 2019, contre 8% en 2008. Et dans cette proportion d'adultes n'ayant aucune relation sexuelle, le record devient aux hommes plus qu'aux femmes. 28% contre 18%. Et bien sûr, si on les compare aux générations précédentes, et nous, les vieux, c'est sûr, on fait un peu plus l'amour qu'eux. En tout cas, ça nous semble un peu plus facile, ou plus intéressant, c'est plutôt le mot. Les jeunes hommes sont ceux qui, on peut l'expliquer par le fait qu'ils sont susceptibles de vivre avec leurs parents plus que les jeunes femmes. C'est une tendance à la tanguisation. Et si vous ne savez pas de quoi je parle, vous n'avez qu'à venir chez moi, vous ne serez pas déçus. Donc la tanguisation, c'est les jeunes adultes qui restent à la maison. Incroyable, ils sont là, ils sont bien, tout va bien, tout est accessible. La génération, facilité, tranquillité, pas de contraintes, pas d'engagement surtout, on va le voir. Donc vous voyez, la technologie semble avoir un certain impact sur les relations sexuelles, les médias sociaux, les jeux vidéo, le streaming. En fait, ce qu'il y a aujourd'hui, la différence vraiment importante des générations précédentes, c'est que les générations précédentes, elles devaient aller vers, elles devaient les chercher, obtenir. Tandis que les générations actuelles, elles ont. Ce n'est pas le problème d'obtenir. Ce qui est le problème, c'est le choix, maintenant. Puisque tout est accessible, qu'est-ce qu'on fait ? Donc là est le problème qu'effectivement, comme l'a dit Marine Jaspard, c'est que trop de sexe tue le sexe. C'est vraiment le fait que tout soit accessible, ça casse un peu l'envie. On se demande, il y a peut-être d'autres choses plus intéressantes. Il faut du manque pour qu'il y ait du désir.
La démocratisation d'une sexualité libérée ne suffit pas à débrider les pratiques, au contraire. Les années 80 ont marqué une hypersexualisation de la société, mais comme tout phénomène social, il y a des mécanismes cycliques d'aller-retour. Aujourd'hui, on est dans une phase différente, où c'est l'importance du choix qui est mise en avant. On assiste à une accentuation de l'autonomie et de l'indépendance. C'est si je veux, je veux. Si je veux pas, je veux pas. Pas besoin d'insister. Les jeunes se sont défaits du vieux modèle selon lequel il faudrait avoir des rapports pour satisfaire son compagnon. Et il y a aussi des tas de choses à faire. On est dans une société beaucoup plus égocentrée. On a moins de notions et d'intérêt pour la relation à l'autre. Ça, c'est Internet et surtout l'intelligence artificielle qui nous a propulsés dans cette dimension. C'est vraiment vers moi. De quoi j'ai envie, qu'est-ce que je veux. Et puis j'accède, je peux avoir, et l'intelligence artificielle, vous pouvez le voir maintenant, sur les documentaires, sur comment les réseaux sociaux nous manipulent. Enfin, c'est quand même impressionnant tout ce qu'on peut savoir sur vous, en fait. Et on va vous proposer les choses comme vous le souhaitez, finalement. Et donc, c'est bien concrétisé par des études. Alors, malheureusement, des études concrètes, complètes, on les attend incessamment. Il y avait une enquête IFOP en 2019 qui était intéressante. Elle disait combien, effectivement, de partenaires sexuels dans l'année écoulée. Eh bien, il n'y en a qu'un seul. Donc, essayons de sortir des idées reçues de ce que nous transmettent les médias. Et ce qui est sûr, c'est que ces jeunes ont des études plus longues, un emploi du temps saturé, ils ont plein de choses à faire. Il y a une place prépondérante des écrans, c'est sûr, comme l'a dit Betty, c'est une génération hyper connectée. De toute façon, elle fait que ça. Même quand vous leur parlez, ils sont avec leur téléphone. Donc c'est super intéressant. Vous les voyez plus dans les yeux. Vous voyez si c'est un iPhone, si c'est un Samsung. Ça, vous savez maintenant. Le temps des caresses est concurrencé par d'autres activités. Si vous ne me croyez pas, 36% des 18 à 38 ans, c'est quand même incroyable. Ça, ils ont préféré regarder La Casa de Papel, une série, que d'aller faire l'amour. Mais qu'est-ce qu'on s'emmerde, En plus, c'est du boulot, quand vous les écoutez. Vous, docteur, tout ce que vous proposez, là, c'est beaucoup d'efforts, quoi. Faire des efforts, alors là, moi je leur dis, mais c'est incroyable comme on est au paradis. On doit tout avoir facilement, sans se poser de problème, tout est cuit, pré-mâché, ça c'est porno. Donc c'est incroyable comme ces effets pervers de la pornographie à banaliser les choses. Et donc la proportion de victimes de troubles du désir chez les moins de 35 ans s'avère ainsi nettement supérieure à la moyenne. Donc la moyenne c'est 33% à peu près. Ceux qui visionnent quotidiennement, alors c'est bien sûr qu'on a vu ça pour les hommes, ils sont jusqu'à 55%. On vous présente toujours le même plat, vous savez que le plat vous pouvez l'avoir, votre canard à l'orange vous pouvez l'avoir tous les jours. Et si vous savez, vous savez que vous en avez plus envie. C'est la meilleure façon de vous enlever l'envie, c'est qu'on vous présente tous les jours. Ça, les stars, les gens qui ont tous les moyens, ils le racontent assez bien. Et c'est pour ça qu'on va crescendo dans le circuit de la récompense au niveau cérébral, on va crescendo vers des formes d'addiction. C'est-à-dire que vous allez chercher des excitations plus fortes ou des variantes, et ça, on va le voir. Et en plus, dans ce contexte de performance, et qui fait que quoi? Que ces jeunes mâles, là, et surtout, ils veulent plus. Donc, on les voit consulter en consultation, comme je leur dis, mais vous n'avez pas de problème. Mais ils disent, mais si, j'ai un problème. Je ne bande pas aussi bien qu'il le faudrait, que ce que je vois dans le porno, ou que mon collègue, mon copain me raconte, c'est le plus. Et donc, pour ça, vous avez des consultations de gens en pleine santé, ils sont en bonne santé, mais ils ne sont pas contents. Et donc, ils ont moins de 30 ans, ils viennent nous saturer nos consultations, comme je leur dis, mais quel est votre problème? Moi, je suis toujours effectivement un peu dans la provocation, mais pour que quand même on se réveille un peu. Et ils disent, oui, je vous bandais plus, toujours plus. Alors moi, je leur dis, il y avait une période, il y avait une pub à la télé, vous savez, sur les biscuits, les fingers. Toujours, il y avait un peu plus, toujours plus. Donc, ils vous demandent du Viagra ou apparenté, et on va crescendo, ils prennent de l'alcool, ils prennent de la coke, des aphrodisiaques naturels pour ceux qui sont un peu écolos, mais en tout cas, il y a toujours quelque chose à prendre de plus. Toujours plus. Donc, mais bon, encore très peu consultent, mais 5%. Mais en fait, on voit quand même que les jeunes consultent de plus en plus chez les sexologues en tout cas. Et le grand tabou actuel, c'est pas qu'est-ce que je fais des trucs de ouf, c'est que je fais pas. Et c'est là qu'il y a une discordance avec ce qui est dit et ce qui s'appelle la panique morale, comme dit Bajos, c'est qu'on croit. On diabolise. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils font des choses incroyables, mais pas du tout.
Hein, soit la jeunesse est en danger, soit elle est dangereuse. On est toujours mené par des peurs. La société actuelle est extrêmement anxiogène, mais en fait, c'est qu'ils foutent rien. Franchement, ils font que jouer, regarder des trucs. Donc, il y a vraiment cette discordance. Les idées reçues, les peurs et les fantasmes autour de la sexualité des jeunes sont nombreux et très souvent relayés dans les médias. Alors, c'est un problème, parce que nous, on est des professionnels de la santé. On doit effectivement améliorer l'éducation à la sexualité en France, qui est une vraie catastrophe. Vous en avez parlé tout à l'heure, mais moi, je trouve que c'est une catastrophe. Et effectivement, c'est dans les actions prioritaires de la stratégie nationale de santé sexuelle de mettre en place une éducation de qualité. Hein, on a déjà une réforme qui commence depuis la rentrée dernière. Il faut, comme dit Pierre, être patient et se dire qu'on va s'améliorer, on ne peut que s'améliorer d'ailleurs, hein, et qu'effectivement, on attend avec impatience une vraie étude. Ça fait 20 ans qu'on n'a pas eu une vraie étude sur les comportements sexuels des Français. Ça devait sortir il y a 2 ans avec le Covid. De toute façon, maintenant, tout est la photo Covid. Hein. Donc là, c'est pas sorti à cause du Covid. Et donc, on l'attend parce qu'il n'y a plus de Covid. Hein. On va être très, très clair. Donc, il faut cette enquête. Elle est menée par Santé publique France. Et là, on va se régaler parce qu'on aura la vérité. Enfin, quelque chose, en tout cas, de plus complet. Et là, on pourra effectivement faire d'autres congrès et d'autres communications parce qu'on aura des supports. Donc, revenons, donc là on était dans les généralités, sur le préservatif, et bien sur le volet contraceptif du préservatif. Donc je vais aller vite parce que ça a été dit ce matin. Vous savez que dans la contraception, la pilule, le stérilet et le préservatif, c'est dans les top 3 des modes contraceptifs. Et Betty vient de le dire, on a effectivement dans le mode d'entrée dans la sexualité, on reste encore autour de la pilule et du préservatif comme mode de prévention pour ne pas avoir d'enfants. Hein, donc, les jeunes d'aujourd'hui restent quand même axés sur ces méthodes, mais vous voyez que très vite, le préservatif va disparaître, ou en tout cas, c'est bien la problématique actuelle, va les lasser un petit peu. Et dans cette... pour revenir sur Coraline aussi, j'essaie de penser à tous mes intervenants. Le truc aussi qu'il y a, c'est que nous sommes dans une vague féministe depuis une dizaine d'années. Mon Dieu, qu'elle est importante et qu'elle est essentielle aussi. Vu, comme l'a dit Betty, moi je suis très préoccupée par ce qui se passe à travers le monde, que sur les droits de la femme, ben, si on ne reste pas vigilant, je pense qu'on est en phase de régression. Je suis désolée. Hein. Le Covid a montré dans les études qu'on en a profité pour vraiment atteindre les droits de la femme. Ça, c'est un autre sujet. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la femme en a ras-le-bol. Hein, donc elle a ras-le-bol, elle est saturée. Alors on parle de charge mentale, maintenant c'est à la mode, c'est tellement galvaudé. Maintenant, les femmes sont saturées. Alors si, il n'y a que des femmes en plus, trop bien. Donc il y a Pierre. En tout cas, le saturé et voudrait que le mec se préoccupe aussi, pas seulement de la lessive, il y a que des pierres, se préoccupe des choses. Et donc, il y a cette vague, effectivement, de se dire qu'il doit m'accompagner, il doit venir avec moi. Et pourquoi tu ne t'en préoccupes pas ? Faute de mieux, parce qu'ils ne veulent, très peu veulent encore, effectivement, prendre des pilules ou quoi que ce soit pour que la contraception se fasse. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans les recherches Internet, la préoccupation actuelle, c'est le taux de fécondité qui diminue à travers le monde. Et pourquoi les jeunes craignent-ils tant de devenir parents ? Ce qui est sûr, cette génération, comme je l'ai dit, égocentrée. Ce qui est sûr, c'est qu'elle n'a pas envie de se faire chier, ça c'est clair, et donc elle ne s'engage pas. Elle s'engage très peu. Regardez bien autour de vous. Elle s'engage très peu. Et donc, fonder une famille, oh ben non, doucement, docteur, doucement. On va déjà penser aujourd'hui à tout ce qui se passe autour de nous. En tout cas, ce n'est pas une obligation. Je vous l'ai dit, ces générations, c'est la question du choix. Je ne veux pas que vous me disiez ce que j'ai à faire. Je ferai l'enfant si je veux et quand je le veux, donc de plus en plus loin, puisqu'ils ont plein de choses à faire. Vous savez, il y a de nouvelles séries qui vont sortir. Ouais. C'est très important. Donc, au moins un membre de la génération Z sur 8 au Royaume-Uni déclare ne pas être intéressé par la perspective d'avoir des enfants. D'autant plus que, vous savez, cette génération est très sensible, écolo-centrée aussi, et se préoccupe beaucoup de la planète, et qu'il y a trop de monde sur Terre, et qu'il y a trop de pollution, et qu'il y a de trucs. Alors, pourquoi faire des gosses dans des conditions pareilles ? Donc, on est quand même dans une génération aussi inquiète. Hein, il faut quand même dire ce qui est. Ça, c'était pour le volet contraceptif. Si on vient au volet effectivement plus hygiéniste du rôle du préservatif, qu'est-ce qu'en pensent les générations YZ ?
Alors c'est sûr, c'est que depuis 30 ans, il y a non seulement l'âge de l'entrée dans la sexualité qui reste constant, et vous avez vu ce qui est chouette, c'est que les hommes et les femmes se sont retrouvés là-dessus. Ce qu'il y a, c'est que oui, on rentre toujours, à plus de 85%, dans la sexualité en mettant un préservatif. C'est vraiment le code d'entrée. La problématique, elle n'est pas là, c'est dans la constance qu'elle se trouve. Et pourquoi? Alors, on va voir. Ce qu'on voit, c'est qu'en tout cas, sur l'information générale sur le VIH, nos jeunes générations sont de plus en plus mal informées, pour X raisons. Mais en tout cas, ce qui inquiète, c'est qu'ils ne savent pas trop. Alors, bien sûr, le VIH, maintenant, c'est une maladie chronique, c'est une maladie, pour eux, il y a des médicaments, on a beaucoup moins peur. Et vous savez que les émotions sont là pour que vous passiez en action. Donc, si vous n'avez plus peur, c'est sûr que ça relâche les tensions et vous faites beaucoup plus les choses comme vous le souhaitez, on va dire, sans vous mettre dans des cadres et vous préoccuper. Ce qui est sûr, c'est que, on l'a dit ce matin, c'est qu'ils vont chercher l'information, mais c'est une génération hyper connectée. Pourquoi ils vont changer? Ils vont se connecter pour avoir des informations, pour ceux qui le veulent, sur les sites internet et réseaux sociaux. Mais qui sont, vous savez, ces réseaux sociaux, je vous l'ai dit tout à l'heure, assez manipulés par l'intelligence artificielle. Donc c'est autre chose, ça. Mais en tout cas, on va moins chercher les informations vers les parents, la famille, vers le médecin, alors j'ai entendu en Martinique, ils sont top, mais nous, en métropole, on est moins bien. Ils vont moins chercher les infos de ce côté-là. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'ils ne vont pas chercher d'infos du tout. Ça ne les intéresse pas, a priori. Pour au moins 17%, ils ne sont pas allés chercher d'infos là-dessus, et c'est en phase de progression. À tel point que vous savez que c'est toujours basique, on reste primitif dans nos origines quand même, c'est que quand vous ne savez pas, ce qui fait le lit de l'ignorance, c'est la mésinformation, c'est les idées fausses, les croyances, et les émotions négatives, dont la peur. Donc, qu'est-ce qu'on voit émerger actuellement? Dans la dernière enquête, justement, on voit quoi? Eh bien, on voit que maintenant, de nouveau, 24% des jeunes pensent qu'on peut choper le sida en s'embarrassant. En fait, on va avoir les mêmes idées qui nous terrifiaient il y a quelque temps en arrière, puisqu'il n'y a plus d'infos. Donc, on va s'asseoir sur les toilettes, on va choper le sida, en tout cas, serrer la main d'une séropositive. Vous voyez, les chiffres augmentent, les chiffres défavorables au fur et à mesure, ce qui est extrêmement préoccupant. Donc, du coup, la connaissance des moyens pour éviter cette transmission, cette connaissance, elle diminue aussi. Ça veut dire que l'utilisation du préservatif, regardez, on commence à se dire qu'il ne sert peut-être pas à grand-chose, ou en tout cas moins qu'on le pensait. La prise d'un comprimé de paracétamol pourrait quand même nous aider à ne pas choper le sida. Donc vous voyez, toutes ces idées et ces fausses croyances, elles sont en train de revenir petit à petit si on ne remet pas en place une politique plus adaptée. Donc ce qui fait que vous avez plus de risques, de passage de risque, puisque vous avez 12% des jeunes qui ont eu des rapports sans protection. Donc vous voyez que l'évolution, elle est sensible, mais elle est constante. Elle est vers de plus en plus, effectivement, ne plus avoir peut-être cet état d'esprit de se dire, attends, puisque 66% ne prennent pas systématiquement un préservatif lors de leur rapport sexuel dans l'année écoulée. Donc vous voyez que les choses, elles vont dans le mauvais sens. Pourquoi? Parce que j'ai pas peur. Pas là-dessus encore, il n'y a pas l'émotion qu'il faut. C'est-à-dire qu'effectivement, il fallait sortir de cette anxiété sexuelle qu'on avait, qui était consécutive, bien sûr, à l'épidémie du VIH. Alors là, on avait trop peur. Alors là, c'était démesuré. Donc maintenant, on est passé de 50% à 27% qui continuent à avoir peur dans les populations ciblées, qui devraient l'avoir en tout cas. Et ça, ce n'est pas valable par contre dans les dom-tom où ils ont été assez impactés. On sent qu'on a encore assez peur de cette maladie. Donc, vous voyez, les choses vont en évoluant, elles vont vers une lassitude du préservatif, en fait. Pourquoi? Si vous m'avez écouté, c'est qu'on est dans une société hédoniste. On est une société qui veut l'accès facile, pas se prendre la tête. Donc, effectivement, et le plaisir qui est le leitmotiv. Maintenant, qu'est-ce que tu veux? Je veux prendre mon pied dans tout, dans n'importe quoi. Et donc, tout ce qui va me freiner dans mon accessibilité va être un problème. Là, on est en plein boom du bear-banking et du chemsex, on va en parler tout à l'heure, c'est toujours pareil. C'est le comportement hédoniste qui prime sur le safe-sex. Les programmes, donc, du coup, d'information tentent de responsabiliser la population, mais ce qui est sûr, c'est que si, dans le domaine de la santé sexuelle, on ne s'adapte pas, la solution, c'est s'adapter à la population. Quand on est professionnel de santé, il faut se mettre dans la peau
de nos patients. Si on veut arriver à des résultats, et longtemps on a essayé d'imposer, de dicter notre façon de voir les choses, c'est plus possible actuellement. Justement, comme l'a dit Betty, c'est une population qui ne se laissera pas faire comme ça. Hein, donc il faut favoriser l'adhésion. Et donc, qu'est-ce qu'il y a? Le préservatif n'était plus suffisant, si vous suivez la logique. Et c'est pour ça que la PrEP, pour ceux qui le savent, et bien sûr, est arrivée et son installation, enfin, sa diffusion a été largement freinée encore une fois à cause du Covid. Hein. C'est le Covid. Et donc, le problème, c'est que là, on va le relancer par tous les moyens. 2023 sera l'année de la PrEP, où dans la stratégie nationale, c'est devenu une large priorité. Et le but, c'est de prendre des médicaments. En fait, vous serez libre, vous n'aurez pas pensé à votre plastique. Vous prenez des cachetons, en fait, pour avoir votre plaisir. De toute façon, c'est facile, on prend des cachetons pour tout maintenant. Donc, ça nous permet de faire plein de choses. Hein. Donc, pour bander, pour éjaculer moins vite, pour pas choper le sida. Donc, vous prenez un cacheton. Moi, j'attends plus que pour la femme, hein, Coraline, que nous ayons, les femmes, aussi des cachetons. Hein, il faudrait que notre société n'ait moins peur de la sexualité de la femme, mais c'est autre chose encore, ça. Donc, la prophylaxie pré-exposition, la PrEP, voilà l'actualité actuellement, et qui n'est pas une concurrence au préservatif. Ça doit être normalement complémentaire. C'est très efficace. Dans les séries qui sont sorties, il y a de très bons résultats dans les populations communautaires, notamment. Beaucoup moins de résultats chez la femme, encore une fois, qui nous pose problème. Il y a une moins bonne observance ici, aussi parce que les antirétroviraux passent très mal, dans la muqueuse vaginale. Donc là, il y a moins d'effets. Donc là, on est dans un autre degré d'accès de plus en plus au plaisir, hein, sans limite, on monte. Aussi pour vous réveiller. Donc là, vous voyez qu'on est au top aujourd'hui. Et c'est la préoccupation du moment, le chemsex. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est chemistral, donc chimique, et sexualité. Donc c'est-à-dire qu'on n'a rien trouvé de mieux pour le plus, hein, comme dans Finger, encore une fois, c'est se dire, attends, là on a du plaisir, mais tu ne crois pas qu'on peut avoir un peu plus? Donc on va prendre des produits. Alors c'est pas d'aujourd'hui, hein, franchement. Bon, là, il y a le rapport Verang qui est sorti il y a 3 mois, hein, sur le chemsex, parce que là, on se préoccupe de toutes ces overdoses. Donc, ça a paru dans les années 2000 aux États-Unis, effectivement, au sein de communautés. Maintenant, depuis 2010, ça existe en France. Ça se prend un boom incroyable auprès de nos jeunes. Dans les week-ends, dans les sorties, on a parlé ce matin, je crois qu'il y a un témoignage là, effectivement, de ces jeunes. Ils ne savent même plus à qui ils ont fait... moi, j'appelle pas ça faire l'amour, vous dites comme vous voulez. Hein. On va dire un acte sexuel, parce que là, il n'y a plus rien. Hein. Donc, il n'y a plus de préliminaire, il n'y a plus rien de truc. On ne sait même plus qui fait quoi et qui a eu quoi. Donc là, c'est vraiment la préoccupation du moment. Et donc, on doit proposer des méthodes de prévention qui soient adaptées à la population, à un moment donné, à une situation, à une personne. On ne peut plus réagir et faire des campagnes comme avant. Il faut s'adapter. Et donc, dans les outils de réduction des risques et dommages sexuels, vous avez les préservatifs, donc c'est le sujet, externe masculin, interne ou féminin, les normes non périmées, s'il vous plaît, en bon état, savoir le mettre. Les préservatifs restent le socle de la prévention sexuelle, campagne d'information, de distribution, mais on ne sait plus se faire entendre. Et puis parce qu'il y a des limites aux préservatifs. Il nécessite le consentement et la coopération active du partenaire. Il est difficile à utiliser systématiquement et à long terme. Certains n'en veulent pas, n'aiment pas les utiliser, se sentent gênés. Certains ne peuvent pas, ils ont une allergie, les pauvres. Ils empêchent la conception, il a un coût. Son utilisation stagne, voire régresse. Donc c'est compliqué tout ça. Il faut s'adapter. Alors qu'il est très efficace quand même, en tout cas pour le VIH, jusqu'à 80%. Vous savez qu'il est un peu moins efficace pour les autres IST, parce qu'effectivement, il ne couvre pas toutes les surfaces. Son usage n'est pas nécessaire, ça c'est pour les limites de son efficacité. Son usage n'est pas systématique, il y a un incident de rupture, de glissement. Il est moins efficace sur les rapports anaux que vaginaux. Donc là, on a dû s'adapter. On s'est dit actuellement, bah tiens, c'est peut-être le fric. Hein. Effectivement, les jeunes, on l'a su avec le Covid, les jeunes n'ont plus d'argent, en tout cas beaucoup moins. Et effectivement, on s'est dit, si on rembourse peut-être
que ça va nous arranger. En tout cas, c'est un succès phénoménal. Les ventes de boîtes sont extraordinaires. Vous savez que c'est Eden et Sortez Couverts qui permettent d'avoir ce remboursement. Donc, conclusion, quand on est professionnel de santé, dans le domaine de la santé sexuelle, on doit avoir une approche, toujours avec une approche en tête de tous les volets de la sexualité et de la santé sexuelle. Et avoir toujours une dimension biopsychosociale du problème. Et là-dedans, avoir tous ces rôles à jouer, c'est énorme, et c'est pour ça que la consultation n'est jamais assez longue, hein, d'information, de conseils, de soins. Et dans ces soins, bien sûr, il y a les prescriptions, puisqu'il y a un remboursement, de dispositifs médicaux, vous le savez bien. Et il faut avoir cet esprit le plus large possible, mais toujours en se préoccupant, se mettant dans la peau de vos patients, sur le plan émotionnel, quelles sont leurs idées, leurs valeurs, leurs pensées, et comment ils envisagent les relations interhumaines, leur comportement, comment ça se passe. C'est égocentré, c'est plutôt centré sur l'autre. Donc avoir tout ça en tête, et dans le plan des IST et du VIH, ce qui fait qu'aujourd'hui, voilà vraiment l'état des lieux. Nous avons plusieurs possibilités à proposer. Donc ayez toujours cet esprit large, et voilà, s'occuper de santé sexuelle, c'est avoir l'esprit le plus ouvert possible, et proposer des choses les plus adaptées aux patients, sinon ça ne fonctionne pas. Merci de votre attention. Nos intervenants pour ces 3 très intéressantes présentations. Vous avez vu qu'on a prolongé finalement, hein, on a une continuité. On parle de prévention, d'éducation, de promotion, de soins, d'accompagnement. Ben, on retrouve exactement la même chose dans ces présentations. On va prendre peut-être dans l'ordre, commencer d'abord avec la présentation de Betty Rossin sur la contraception. On est dans l'interactivité, alors nous vous écoutons, mesdames et messieurs. Oui, alors pour lancer un petit peu, moi je suis urologue de formation et c'est vrai que ça fait des années que je dis, enfin la charge mentale, la charge contraceptive devrait être partagée. Et je suis toujours très étonné de voir les gynécologues qui font des ligatures de trompe, alors qu'une vasectomie, ça se fait, je dirais pas sur le coin du table, mais je faisais ça en consultation, ça me prend 20 minutes. Bon, franchement, c'est pas compliqué, mais alors mesdames, battez-vous, hein, là, il y a une vraie lutte à faire. Et au niveau économique, et au niveau santé, et au niveau risque, hein, je veux dire, ça n'a rien à voir entre une ligature et une ligature de déférent. Oui, moi j'ai une question sur la vasectomie parce que moi j'habite à Montpellier, donc j'ai l'impression qu'il y a un gradient un peu nord-sud. Puisque vous en parlez, que vous êtes urologue, j'ai un collègue urologue, c'est dans le cadre de notre centre PMA, qui avait dit qu'en Angleterre c'était extrêmement bien implanté et que voilà, en France beaucoup moins, et alors je vous dis pas autour de la Méditerranée très peu, et voilà, comment, enfin, est-ce qu'on a des études, est-ce qu'on a des données sur un peu ces résistances? Moi je vois, quand j'en discute, ça fait partie des choses dont je discute en consultation, même les patientes, quand elles disent pas c'est mon mari qui veut pas, avec des freins qu'on pourrait, enfin, qui sont imaginaires, hein, du partenaire qui aurait moins de, enfin, il perdrait sa virilité, mais même des patients disent oh non, mon pauvre mari, on sait jamais, oh là là, le pauvre. Voilà, c'est-à-dire que même sans lui demander, quand je mets le truc sur la table, quand je propose un peu les options, donc un peu quels sont les freins culturels qu'on a chez nous par rapport à ça? Les freins culturels, alors il faut savoir qu'en France, ça a été toujours un petit peu compliqué, dans la mesure où aux États-Unis, à 18 ans, on peut vous faire une vasectomie. Donc vraiment, donc en France, il y a quand même une réflexion éthique qui a peut-être été un petit peu trop forte, mais qui était pas mal. Deuxièmement, il y a une résistance à plusieurs niveaux. Résistance de la population, enfin des hommes. Parce que les hommes pensent que quand on fait une vasectomie, c'est compliqué. Moi, je leur dis, la seule différence, c'est qu'au lieu d'éjaculer 3 millilitres, vous éjaculez 2,8 millilitres. Sinon, ça change strictement rien. Donc, une fois qu'on leur a dit ça, ils sont rassurés, ils comprennent. Les hommes sont un peu peureux aussi par rapport aux femmes qui font une ligature de trompe et une ligature de déférence. C'est pas du tout la même chose au niveau risque, etc. Et puis, il y a un troisième problème qui vient des urologues. Je suis urologue, qui est que
ça ne les intéresse pas fondamentalement. Hein. 2, c'est mal remboursé. C'est pas remboursé, c'est pas pris en charge. Et donc finalement, c'est pour ça qu'on ne le fait pas beaucoup. Alors ça, c'était le côté négatif. Maintenant, le côté positif, étant donné les avantages de la ligature des déférents de l'homme, on est en train, au niveau national, au niveau du ministère, au niveau de l'Association française d'urologie, de répondre à ça, de corriger. Et il y a toutes des actions qui sont en train d'être démarrées actuellement, notamment avec Eric Huyghe de Toulouse, hein, qui s'occupe de ça. Donc c'est en train de bouger. Donc probablement, on va essayer, enfin probablement, on espère, l'objectif, c'est de faire mieux connaître la vasectomie, ses risques absolument minimes et tous ses avantages, et surtout ça coûte moins cher. Donc il faut viser et les femmes, parce que moi je crois qu'il y a 2 axes, hein, et il faudrait que les femmes poussent à faire des vasectomies, parce que franchement c'est un truc, je vous dis, moi je le fais, hein, ça me prend 15 minutes par côté, donc ça fait une demi-heure, vous mettez un petit peu de gaz là, et puis ça se passe très bien, hein, sans problème. Et deuxièmement, au niveau économique, c'est une vasectomie, ça coûte, moi quand ça faisait à peu près 80 €, je crois, donc vous voyez, 80 €, vous faites le coût d'une, je ne parle pas d'une ligature de tronc, il y a l'anesthésie, etc., le danger, et en plus d'une contraception au long cours, donc il n'y a pas photo, quoi, il n'y a aucune photo, donc il faut agir sur le deux. Les femmes doivent demander maintenant que les hommes s'impliquent plus dans la charge contraceptive, ce qui sera absolument normal, et deuxièmement, au niveau économique, il n'y a pas photo, donc il faut insister là-dessus. On va y arriver, mais bon, toujours pareil, on est dans l'ignorance, on est dans le manque, les fausses représentations, donc ça passe par de l'information, de la sensibilisation, de l'éducation, donc on est toujours dans ce même problème-là. Voilà. Oui, je pense que c'est que la prise en charge de la contraception par les hommes, je pense qu'il y a une partie qui a été bloquée parce que les femmes veulent dominer leur corps. Hein. Et que peut-être elles n'ont pas tout à fait confiance dans s'il y a demain une contraception masculine. Maintenant, si c'est une vasectomie, bien évidemment, ça pose pas de problème. Mais les démarches du définitif, c'est toujours très compliqué. Pour nous, par exemple, pour les ligatures de trompe, il faut signer un consentement, il faut vérifier que les gens aient bien compris. Et ça, on le voit parce que moi, je m'occupe d'un centre de PMA et que malheureusement, j'ai des patientes qui ont des ligatures de trompe qui reviennent parce qu'elles font une nouvelle vie, elles ont un nouveau partenaire, elles veulent un gosse. Donc, les discussions au sein de l'équipe, c'est quoi? C'est des discussions éthiques. On dit on a fait une ligature de trompe à madame, ça a coûté un coût à la sécurité sociale, elle change d'avis, maintenant elle veut un enfant avec un autre, on dit toujours oui, enfin c'est nous prendre, nous les médecins, pour des pions et le désir d'enfant pour des objets. Est-ce que les gens ont fait une réflexion suffisante avant de s'engager dans un geste? C'est ça qui fait qu'il y a un espèce de recul, parce qu'en PMA, j'en vois beaucoup, des femmes ligaturées. Alors on a du mal, on accepte, mais on a du mal. C'est pareil que on dit maintenant, nous on est débordés par les femmes homosexuelles au niveau du sang. On est débordés par les femmes qui veulent des enfants seules. Et j'ai des femmes de 20 ans qui viennent me demander un enfant seul au centre. On ne sait plus quoi faire, elles ont le droit, on est débordés. C'est pas facile hein, de gérer tout ça. En complément, il y a vraiment une réflexion déontologique et éthique à avoir. Moi, je vois pour les vasectomies, on a déjà un avantage pour les hommes, c'est qu'on leur dit, enfin moi, soit les hommes ont déjà eu 2-3 enfants, je me demande si on en voulait d'autres ou non, mais on leur propose toujours une conservation du sperme au sécoce. Donc on a toujours cette sécurité. Moi, pour un jeune, j'ai jamais accepté de le faire à un jeune de 18-20 ans, j'en ai eu quelques-uns. J'ai dit non, moi, personnellement, je ne la fais pas, mais c'est rare. Honnêtement, la population, alors, il y a aussi une question d'éducation et de milieu social. Parce que quand je fais une vasectomie, je fais une anesthésie locale, donc on discute avec les patients, hein, ça prend 5 minutes que l'anesthésie fasse son effet, donc du coup, qu'est-ce que vous faites, etc., etc. C'est tout de même un niveau socio-éducatif qui est tout de même plutôt élevé. Hein. Moi, tous les patients que j'ai eus, tous ceux à qui j'ai fait une vasectomie, c'est un milieu social plutôt moyen et plus. Voilà, hein, je veux dire, il y a un profil très particulier, enfin pas spécifique. Mais on a cette chance de pouvoir faire la conservation du sperme. Mais en fait, c'est peu. On en fait peu, mais il y a toujours cette sécurité. Donc ça part par de l'information, de l'organisation, ça devrait s'améliorer. Mais à moyen terme, hein, soyons pas trop pressés, ce que j'ai dit ce matin, ça va changer, mais à moyen terme. Moi, pardon, si vous avez une question. Sinon, j'ai une question rapide. Moi, c'est pour changer de sujet, c'est moi quand je fais de l'information aux jeunes filles, première contraception, ou enfin en tout cas
consultation de contraception, je dis toujours, d'accord, c'est dégueulasse, voilà, c'est, enfin, je veux dire, c'est injuste parce que bon, il y a une demande pour que les mecs s'impliquent plus dans la contraception, mais je dis, c'est injuste, c'est comme ça, mais s'il y a un bug, c'est vous qui serez enceinte, ça sera pas lui. Le sida, le chlamydia, vous pouvez le partager, voilà, c'est chacun pour soi, enfin, je veux dire, c'est chacun, au moins, il y a la parité, mais la grossesse, et il pourra être là et vous tenir la main lors de l'IVG, c'est vous qui serez enceinte, c'est pas lui. Donc, malheureusement, au départ, il y a quand même une injustice. Enfin, on peut trouver ça juste aussi pour les femmes d'avoir la chance d'être enceinte, hein, mais ce que je veux dire, c'est que je dis, voilà, si le mec met pas le préservatif et qu'il y a une grossesse, c'est vous, c'est pas lui. Voilà, même si on peut. Donc, je ne sais pas comment vous abordez ces questions. Enfin, moi, j'essaie de faire ça de façon un peu rigolote. Enfin, en tout cas, d'essayer de mettre un petit peu pas de dramatiser l'histoire, mais pour un peu sensibiliser les jeunes filles qui, veulent pas forcément la pilule, voilà, préservatif non. Enfin, dire, il y a la grossesse non désirée, et ça, que vous ayez 20 ans ou vous en ayez 30 ou 40, c'est vous qui serez enceinte, c'est pas lui. Quelqu'un répond, puis on donne la parole à Mme Bonnet derrière, comme vous voulez. Non ? Moi, je dis qu'il a raison. Il y a des réalités quand même. Enfin, c'est ce qui est super, moi, de travailler dans la santé sexuelle, c'est que vous êtes toujours avec votre cerveau reptilien, en fait. Donc, il y a des évidences. Là, ce que vous dites, c'est évident. Finalement, qui va s'emmerder au bout de la chaîne, c'est quand même ces femmes. Et d'ailleurs, moi, je pense que, justement, on a beau être jeune et penser que, justement, on peut faire tout comme on veut, il y a quand même une réalité, c'est que les IVG, comme a dit Betty, c'est quand même une réalité qui montre que on n'y arrive pas encore à avoir une politique de prévention des grossesses qui soit correcte. Mais c'est parce qu'il y a une réalité, elle va se retrouver face à elle-même, ça c'est vrai. Mais voilà, cet esprit de partage, de se dire chacun se sent impliqué, ces générations hyper connectées qui sont égocentrées comme ça, enfin, c'est difficile que l'homme se sente concerné. Mais quand même, il y a des mouvements. Enfin, moi, je suis plutôt dans quelque chose de positif là-dessus, quand même. Ces mouvements, là, ça fait 10 ans que ça tient. Là, je pense que l'homme, il va devoir se secouer un peu, quand même. Oui, je voudrais poser une question dans la salle aux femmes. Combien de femmes sont prêtes à faire confiance à leur homme pour la contraception ? Levez la main, s'il vous plaît. Au moins, vous avez la réponse. Moitié. Voilà. Moitié. Ouais, bon, je pense que la contraception orale masculine, je la vois un peu difficile, personnellement. Par contre, la vasectomie, alors pas pour un jeune, mais à part 35 ans, c'est les patients qu'on voit, patients après 35 ans, soit parce qu'ils ne veulent pas avoir d'enfants, soit parce que leur partenaire a des problèmes de santé liés à la contraception, ça c'est la majorité des cas, où ils ont déjà 2-3 enfants et ils veulent arrêter. C'est ce qu'on voit en pratique sur le terrain. Après, j'ai une deuxième question. Pourquoi le préservatif féminin n'est toujours pas remboursé ? Parce que là aussi, c'est un frein. Le préservatif masculin, ok. Il y en a 2 qui sont remboursés. Que choisir dit qu'il n'y en a qu'un qui fonctionne, l'autre, il n'est pas terrible. Donc, il faut le savoir. Le meilleur, c'est Eden. Le deuxième, sortez couvert, il n'est pas terrible. Et le préservatif féminin, enfin, il faut l'essayer, il faut savoir, ça peut être aussi un confort pour la femme, je suis désolée, eh bien, la promotion, elle ne peut pas être faite, parce que c'est un coût de luxe. C'est un jeu de mots. Donc, voilà, c'est un coût de luxe, il ne faut pas exagérer. Pourquoi c'est toujours pas remboursé ? Et dernière chose, le préservatif, vous avez parlé, il y a quelqu'un qui a dit, oui, ils sont allergiques. Il y a des gens qui sont allergiques, et cela, c'est double peine. Les préservatifs sont remboursés, mais si tu es allergique, tu payes. Ça, c'est pas normal non plus. Alors, quand est-ce que les pouvoirs publics vont prendre en compte, quand on dit les contraceptions vont être remboursées à 100% pour les jeunes, c'est faux. Tous les préservatifs ne sont pas pris en compte, et les préservatifs féminins non plus. Donc, c'est encore des fake news. Merci. Je m'énerve. Je rebondis juste un petit peu sur ce qu'on disait par rapport à la contraception masculine et ce que disaient Rosa et Pierre. Moi, je vois beaucoup de plutôt jeunes en consultation libérale et plutôt des garçons très alliés au féminisme, on en parlait tout à l'heure. Et moi, je suis assez optimiste aussi, c'est-à-dire que ces garçons que je vois, ces jeunes hommes que je vois en cabinet, ils sont très
désireux, ouais, tout à fait, très, très désireux de pouvoir prendre une partie aussi de la charge de la contraception. J'ai notamment un de mes patients qui participe à des stages de création de slips chauffants. Voilà, pour essayer de participer aussi et prendre sa charge dans la relation de couple, mais aussi quand il n'y a pas de couple, hein, c'est-à-dire de prendre la responsabilité aussi d'une paternité désirée ou non désirée. Donc moi j'ai envie d'être optimiste là-dessus. Je rejoins Rosa. Je crois qu'il faut être il faut pas être négatif, il faut être plutôt positif. On voit des jeunes hommes qui s'impliquent plus au niveau de l'éducation des enfants, etc. C'est en train de changer. Bon, plus lentement que ce que les dames vous le souhaiteraient, je suppose, mais il y a tout de même des changements. Tu voulais répondre pour le préservatif féminin ? Et même sur la remarque là actuelle, si vous avez bien compris ce que j'essaie de vous faire passer comme message, c'est une question de choix. Donc c'est pour ça que ces hommes aussi, ces jeunes hommes, veulent avoir aussi la maîtrise de la contraception. Moi, en consultation, j'en ai beaucoup qui me disent « mais moi, je ne veux pas qu'on me fasse d'enfants dans le dos et je veux maîtriser aussi ma procréation ». Donc c'est par là, c'est pas de version peut-être trop altruiste, c'est que si vous êtes dans cette logique, essayez de vous mettre dans leur peau, ils veulent le choix. Ils veulent qu'on leur impose rien, ces jeunes. Donc, que je sois homme ou femme, je dois maîtriser ma procréation. Et c'est pas qu'une affaire de nana, c'est une question que moi, je maîtrise. Et donc, moi, j'en ai qui sont venus pour me parler de ça. Et donc, effectivement, de savoir, et là, on parlait de vasectomie, mais bon, des jeunes, moi, je suis pas, enfin, franchement, bon, bref, chacun a son opinion. Deuxièmement, je voudrais donner une réponse positive à la Martinique. Le préservatif, c'est le scoop. Le préservatif féminin va être remboursé ici et maintenant. C'est la dernière action prioritaire de la stratégie nationale. Ça vient d'être édité il y a un mois. Donc, mettez toujours un peu de temps à ce qu'on dit et ce que ça soit fait. Il y a toujours un temps, plus ou moins long. Donc là, c'est acté. Deuxième, par contre, oui, sur le latex, oui, sur l'allergie, je suis d'accord avec vous. Pour l'instant, effectivement, on ne s'intéresse pas. C'est comme les histoires avec les maladies orphelines. Ceux qui sont très, très minoritaires, et ben ouais, ça... Moi, j'ai juste une réflexion, c'est que... Deux secondes, il y a deux personnes avant vous, là. Alors, pour répondre, il faut tout de même, remettez-vous toujours avec un peu de recul. La stratégie nationale de santé sexuelle, c'est 2016-2017. Donc, vous voyez, ça fait 5 ans à peine. Vous voyez, donc, où la santé sexuelle devient une priorité de santé publique. Et c'est venu par le biais du VIH, des IST, des grossesses non désirées. C'est comme ça que ça s'est passé, si vous voulez. C'est pour ça qu'elle est très orientée. La première feuille de route a été très orientée sur ces pathologies. Et la deuxième feuille de route qui est sortie en décembre 2021, donc vous voyez, il y a à peine 6 mois, c'est la même chose. Mais il y a beaucoup de progrès. Donc vous voyez, on est en train de... l'AIUS, on a fait des actions, beaucoup de gens font des actions actuellement pour améliorer dans le monde du handicap, dans le monde des maladies chroniques, dans le monde des problèmes liés à l'âge, toute l'amélioration. Donc ne soyons pas trop pressés. Vous savez que quand la machine se met en marche, il faut qu'elle se mette en marche, mais on voit qu'il y a vraiment un changement de paradigme où la santé sexuelle devient quelque chose d'une priorité de santé publique. Voilà. Et en plus, un marqueur de santé publique, ça je vais en parler cet après-midi. Donc, ouais, c'est toujours... Alors, pardon, vous, madame, et après là-bas. Et bonjour. Du coup, moi, j'ai quand même une réflexion, c'est que là, effectivement, on est à Paris, santé femmes, donc on parle des femmes, on parle de l'éducation des filles à la sexualité, de la responsabilisation des filles à la sexualité. Bon, dans les rapports homosexuels féminin, bon, ça va dans les deux sens, c'est génial, on est très contents. Mais c'est qui éduque les garçons, en fait? Parce que nous, les filles, on nous impose plus ou moins une contraception gynécologique dès le début de la vie sexuelle, et les garçons, qui voit les garçons, qui les informe, qui les éduque là-dessus? Pourquoi est-ce que les urologues, ils ne voient pas les garçons à partir du début de leur vie sexuelle, au même titre que les gynécologues, on reçoit les filles à partir du début, parce que c'est bien gentil tout ça, mais la responsabilisation des filles sur la sexualité vient en grande partie du patriarcat médical qu'il y a actuellement dans notre société et qui fait qu'on responsabilise les filles parce qu'on les voit en consultation et que les garçons ne les voient pas. Moi, j'ai le nom, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, j'ai beaucoup d'ados, et les ados, les mecs viennent me voir en consultation pour que je les informe sur la sexualité d'un garçon. Alors moi, je sais comment ça fonctionne, Dieu merci.
Je ne suis pas dans l'homosexualité, donc j'ai quand même une bonne notion de comment marche une verge masculine. Mais enfin, c'est pas mon rôle de gynéco d'aller former un garçon sur comment fonctionne son pénis, comment mettre un préservatif, sur comment faire jouir une fille. Enfin, il y a quand même un rôle, je pense, des urologues, des médecins généralistes à prendre là-dedans qui n'est pas fait. Et je pense qu'il y a une grosse part des IVG qui est faite actuellement aussi en France par un manque d'éducation du jeune. Et parce que les garçons, en fait, ils ne se rendent pas compte que l'IVG, ce n'est pas un moyen contraceptif. Parce que moi, le nombre de filles que je viens voir en me disant, mon copain, il me dit que de toute façon, l'IVG, c'est un moyen contraceptif comme un autre et que ce n'est pas grave et que ça n'a pas de conséquences, moi, ça me donne envie de vomir. Parce que là, clairement, on n'est pas bon. On n'est vraiment pas bon. Là, on est dans le problème de l'éducation à la sexualité qui touche et les garçons et les filles. Pour répondre à votre question aussi, c'est qu'il y a eu... Vous voyez, les problèmes sociétaux sont importants. C'est la suppression du service militaire. Quand il y avait le service militaire, il y avait un examen clinique qui était fait chez le garçon vers 18-20 ans et on découvrait des cryptorchidis, des micropénis, des pathologies. Or, suppression du service militaire, donc plus d'examen des hommes. Donc les femmes, je dis toujours, moi, enfin, en tant que je prends ma casquette d'andrologue et d'urologue, les femmes ont l'avantage et la chance d'avoir un examen clinique pour la contraception, vers 15, 16, 17 ans. Deuxièmement, pour la grossesse et pour la ménopause. L'homme, il n'a pas d'examen clinique systématique jusqu'à ce qu'il tombe malade. Donc c'est pour ça qu'on voit des hommes qui arrivent à 50, 60 ans sans avoir été examinés et vus pour différentes pathologies. Mais vous voyez, tout ça, le primum, c'est l'éducation. Un, l'éducation de la population. Deux, la sensibilisation des professionnels de santé. Voilà. Pour vous répondre encore une bonne nouvelle, la stratégie nationale de santé sexuelle donc avait mis la consultation longue pour les femmes. Elle est aussi pour les garçons maintenant. Pour parler justement de la prévention des IST, faire là aussi pour la vaccination, pour le HPV. Donc ça aussi. Alors après, il y a toujours les retours qui disent consultation longue, le codage, c'est pas assez de sous. Et de toute façon, moi sur le terrain, on me dit tout le temps, Rosa, de toute façon, nous, on n'a pas le temps. Et après, on parle de généralistes tout le temps. Moi, les pauvres généralistes, ils ont trop de boulot, ils sont pas assez nombreux. Donc il y a aussi pas que des politiques de santé. Enfin, il faut se dire, se préoccuper, c'est qu'on manque de professionnels. Et qu'aujourd'hui, justement, on espère beaucoup des sages-femmes. Enfin, il y a une réalité. Enfin, donc il y a une réalité. Donc là, il y a la discussion, la stratégie nationale, c'est que puissent les sages-femmes puissent voir cette autorisation. Il faut voir aussi, les besoins sont immenses. Je veux dire, ça, c'est vraiment, les besoins sont immenses et dans la population générale, et dans la population qui est handicapée, et dans la population qui a maladie chronique, et dans la population âgée. En gros, tout le monde a besoin d'informations, voire de prise en charge. Les réponses, je veux dire, moi je prends la casquette des sexologues, il y a peut-être 2000 sexologues en France, et ils ne peuvent pas répondre. Donc je dis toujours, les sexologues ne sont pas là pour répondre à des besoins simples d'information. Donc chaque professionnel à son niveau, mais qu'il soit infirmière, qu'elle soit aide-soignante, qu'elle soit psychologue, qu'il soit médecin, vous voyez, et dans l'éducation, chacun a un rôle à faire. Chacun peut apporter sa petite construction, sa petite pierre à la construction. Parce que les grands besoins sont des besoins assez simples finalement. Les gens, ils ont besoin de choses, des connaissances assez simples, et on espère qu'avec l'amélioration de l'éducation et de la sensibilisation de tous les professionnels, on va pouvoir répondre aux besoins simples. Parce que ce soit dans le monde de la sexologie, de la santé sexuelle, de la cardio, de l'uro, de la gynéco, vous avez des besoins qui sont très simples. On n'a pas besoin d'envoyer un gynécologue, un problème simple. Quand vous faites une entorse de la cheville, vous ne l'envoyez pas à un orthopédiste. Vous l'envoyez quand il y a une fracture. Donc ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à trouver cette gradation. C'est en train de se mettre en place. Vous voyez, je veux dire qu'il y a toujours une réponse de premier niveau, deuxième niveau et troisième niveau. Donc il faut réfléchir. On est en train de réfléchir à cette organisation pour apporter des réponses, parce que de toute façon, il y a des soignants, des professionnels de santé, il y en a peut-être, je ne sais pas, 1 million en France, alors que les besoins, il y en a pour 60 millions. Donc il faut qu'il y ait cette gradation des réponses et qu'on puisse organiser, puis surtout dire quelle est l'offre de soins. Donc on est en train de travailler, et l'AUS en particulier, on est en train de travailler là-dessus avec la stratégie nationale de santé pour apporter des réponses. Donc si vous voulez, soyez pas trop pressés, c'est en train de bouger. Et franchement, c'est en train de bouger, parce que nous sommes dedans, enfin moi je suis un vieux, donc je suis dedans avec Pierre, on sait ça depuis 30 ans.
Quand j'entends un petit peu ça, je suis très content parce que j'aurais jamais pensé que ça arrive maintenant. Vous voyez, donc soyons pas trop pressés. Des commentaires, mesdames? Alors, pardon, madame, ou madame, je ne sais plus. Ouais. Ça va? Merci beaucoup, je vous rejoins vraiment sur ce point. C'est très intéressant. Moi, je voulais vous poser la question pour la contraception. Comment vous accompagnez ces femmes dont vous avez montré les pourcentages qui sont en demande de contraception naturelle? Est-ce que vous avez des moyens de les orienter? Est-ce que vous les accompagnez? Qui va les accompagner? Parce qu'aujourd'hui, en fait, elles se tournent vers des non-professionnels de santé qui font des programmes en ligne, vidéo, coaching, etc., de connaissance du cycle, qui, pour certains, sont de très bonne qualité et d'autres moins bonne qualité. Donc, du coup, ces femmes qui choisissent la contraception naturelle peuvent faire des choses un petit peu, pas sérieuses, qui, du coup, n'assurent pas une bonne contraception. Et donc, on rejoint les chiffres sur l'IVG, etc. Donc, quel est votre accompagnement dans ce cas-là? Souvent, elles viennent, elles sont déjà informées par différentes méthodes. Elles nous posent des questions sur la période d'ovulation, comment repérer la glaire cervicale, la méthode au gyno des températures. Et ce qui est très étonnant, c'est qu'elles sont prêtes à faire beaucoup de sacrifices sur leur emploi du temps et se punir finalement beaucoup pour pouvoir prendre une méthode naturelle. Je peux dire à quel point elles sont concernées par cette prise en charge. Donc, je leur explique les méthodes naturelles en disant, bien évidemment, le problème, c'est une méthode naturelle bien faite, que ce soit le retrait, il y en a plusieurs, mais une méthode naturelle bien faite, c'est bien. Le problème, c'est que dans le temps, au cours des mois, on a du mal à bien le tenir. C'est ça le problème. Mais il y a un temps, moi je prends mon temps pour leur expliquer ce que c'est que les méthodes naturelles. Mais elles ont déjà fait leur choix en général. Elles ont déjà un type sur lequel elles vont nous poser des questions. J'avais une question pour Coraline sur l'orientation des patientes homosexuelles, femmes avec les femmes. Je suis 2e semestre en gynéco, donc je viens de commencer. Et je suis notamment passée aux urgences et j'ai un peu systématiquement vu tout le temps la même réaction où j'ai l'impression que les dames me glissent dans la conversation qu'elles ont une partenaire et j'essaye de garder un discours assez ouvert, assez généraliste pour pas stigmatiser parce que j'ai pas d'expérience et je trouve qu'elles sont assez en retrait et assez sur la défensive ou parfois quand je pose des questions parce qu'on était notamment interpellés par le fait qu'il y avait autant d'IGH chez ces patientes et du coup, ma question, c'était, nous, je pense qu'on n'a pas forcément beaucoup de recrutement, c'est peut-être plus vous. Et comment on pourrait orienter les dames à aller voir des gynécos, à discuter, à leur dire qu'on est ouverte à les recevoir, on va dire. Parce que du coup, en fait, on n'en a pas beaucoup qui viennent aux urgences, ni en consultation, c'est très rare pour pouvoir leur parler. Ouais, alors c'est compliqué, c'est ce que j'expliquais un petit peu dans la présentation. Hein. Il y a une défiance vis-à-vis du système de soins, on va dire classique, traditionnel, de droit commun, parce que il y a la peur de la discrimination. On est du coup sur des postures, on va dire, défensives. Voilà, défensives dans l'hypervigilance. Est-ce que je vais être attaquée ? Et donc, finalement, on se retrouve parfois face à des patientes qui sont un peu réfractaires et qui peuvent être un petit peu difficiles. Je crois que l'important, c'est vraiment de comprendre finalement ce stress minoritaire, là, le stress notamment proximal, c'est-à-dire l'anticipation de l'attaque et ce que ça va créer au niveau comportemental et cognitif chez la patiente. Je crois qu'une des façons d'apaiser un petit peu la situation, de sécuriser un petit peu la relation, c'est peut-être bien de poser la question systématiquement à toutes les patientes que vous voyez. Est-ce que vous avez des rapports sexuels avec des hommes, des femmes, les deux ? Enfin, vous voyez, de systématiser cette question, ce qui vous permet finalement de pouvoir la poser facilement, la question, et pas juste en fonction d'un délit de faciès, de ce que vous pourriez penser être en lien avec de l'homosexualité ou pas, et puis de vous sentir plus détendu. Voilà. Faire exister les choses de façon naturelle pour que les femmes se sentent en confiance et puis aussi accueillies. Hein, qu'elles puissent se dire je peux en parler, je peux dire tout ce que j'ai à dire à cette professionnelle. Parce qu'effectivement, un des réflexes que vont avoir ces femmes, c'est justement de quitter les structures de droit commun
les urgences, l'hôpital, les consultations libérales, et puis de partir vers le bouche à oreille, de partir vers les réseaux alternatifs, de partir vers les listes blanches ou les centres de santé communautaires pour se sentir plus en sécurité. Moi, je trouve que quand même, les choses ont évolué parce que à la consultation maintenant, mais la consultation de suivi, pas des consultations de contraception, le suivi, j'ai des femmes qui rentrent dans le cabinet et me disent bon ben voilà, je suis homosexuelle. Jamais on me disait ça avant, dans le temps. Il y a une libération. Enfin, je suis très étonnée. Hein, j'ai des couples de femmes, bon bien sûr puisqu'elles me demandent de la PMA, mais même dans le suivi des troubles du cycle, des douleurs de règles, etc. D'emblée, elles me lâchent, mais je suis homosexuelle. Même... Oui. Il peut y avoir des biais de recrutement. Il faut faire attention à ça. Il y a des biais de recrutement. Mais pour... Oui. Non, pour compléter ce que vous avez dit, je crois, j'espère que vous serez là cet après-midi, c'est que montrer que s'occuper de santé sexuelle et santé vaginale notamment, c'est s'occuper de santé mentale et santé physique. Donc maintenant, c'est un marqueur. C'est la baisse du désir et puis le manque de lubrification sont des marqueurs de l'état de santé général. Ça, c'est un paradigme qui est en train de changer depuis 10 ans, mais que les gens ne connaissent pas. Voilà, bon. Donc, si vous venez cet après-midi, j'espère. Deuxièmement, pour vous dire que les choses changent actuellement pour le cancer. Pour le cancer, les malades, hommes, femmes atteints de cancer, s'occuper de santé sexuelle, c'est un traitement obligatoire. Je dis bien, c'est un traitement obligatoire du cancer, recommandation de niveau 1 et de grade A. Donc vous voyez, il y a vraiment une bascule, un changement de paradigme. Et toujours dans ce référentiel que j'ai coordonné il n'y a pas longtemps sur les préservations de la santé sexuelle en cas de cancer, il y a un chapitre qui est dans les populations particulières, etc. Il y a dans les minorités, et notamment au niveau des populations LGBT, il faut s'occuper des populations LGBT de la même façon qu'on s'occupe des autres populations. Et c'est une recommandation, alors qu'il n'y ait pas de niveau 1 grade A, parce qu'on n'a pas assez de littérature pour le dire, mais le consensus était de dire, voilà, non, mais après c'est le niveau de preuve, enfin, c'est autre chose, pour dire il faut s'en occuper. Donc oui, les choses sont vraiment en train de changer actuellement. Alors il faut que les professionnels de santé se l'approprient, voilà, c'est un peu différent. Mais on est en train de travailler là-dessus. Je vous pose une dernière question. Je voulais juste rebondir sur quelque chose. Je crois aussi qu'il y a certaines patientes qui sont très affirmées et qui n'ont pas de difficulté à dire voilà, moi je suis homo, voilà ma partenaire. Et puis il y a d'autres personnes qui vivent une homophobie intériorisée et qui ont vachement plus de difficultés à pouvoir le dire et qui aimeraient que le professionnel leur ouvre un petit peu la porte. Et quand on fait des interventions sur le terrain, on se rend bien compte qu'il y a beaucoup de femmes qui ont eu des expériences difficiles aussi, hein. Des refus de frottis, par exemple, parce que vous n'avez pas de sexualité. Donc je ne vais pas vous faire le frottis. Éventuellement des remarques discriminantes aussi sur la contraception. Vous prenez quoi comme contraception? La pilule? Non. La capote? Non. Vous êtes inconsciente? Non, je suis homo. Voilà. Enfin, vous voyez, et c'est ça qui est extrêmement compliqué aussi et craint. Donc je crois que la formation des professionnels de santé, elle est extrêmement importante aussi. Oui, tout à l'heure, on avait parlé, en première partie de matinée, vous avez parlé de la réserve sanitaire, c'est ça que vous avez appelé pour les internes, les sages-femmes, les élèves sages-femmes, etc. On n'avait pas fini, je ne sais plus pourquoi on n'a pas fini moi, c'est la formation de ces jeunes, parce que je sais qu'il y en a qui sont, on les envoie comme ça, sans formation initiale. Alors, est-ce que, je ne sais pas, une association comme la vôtre, ou en tout cas, ou le programme quelconque, pourrait faire un programme commun pour que tous ces jeunes, internes, sages-femmes, etc., aient les mêmes références et le même discours pour ces élèves? Je pense que ça serait, si personne n'a le temps ou si personne n'a les connaissances ou les moyens de faire ce cours pour les préparer, eh bien, est-ce qu'il ne pourrait pas avoir un document commun pour tous? Alors moi, j'adore la Martinique. Vous avez une logique qui me plaît. On va être très clair et on va être très, encore une fois, reptilien, s'il vous plaît. C'est très simple. Alors, on n'arrête pas de dire qu'il y avait ces besoins-là de formation et de mettre en place cette éducation à la sexualité. Alors, c'est très simple. On va dire que vous êtes dans le monde politique. Donc, on s'est rendu compte des besoins.
on a mis la pression, il y a les actions prioritaires de la stratégie, ils ont dit, allez, on y va. Donc quand on y va et on met ce qu'ils avaient prévu, et vous avez raison, on a mis des gens dans des fonctions d'éducation à la sexualité, où justement, effectivement, on attend les retours, vous savez, parce que c'est tout récent, de la réserve sanitaire, là, et du service sanitaire, pardon, et on attend les retours de voir comment eux, ils ont vécu ça, parce que vous avez raison, on les a mis dans des fonctions, et souvent, ils ne sont pas formés, ou peu formés. On attend le retour, et oui, l'AIUS se préoccupe beaucoup des formations, et effectivement, ce qu'il nous faut, c'est du temps pour mettre tout ça en place et que ça soit correct. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que du moment qu'on dit l'action prioritaire, tu la mets en place pour la rentrée, c'est ce qu'on a fait, on était avec la commission Blanquer sur les violences sexuelles, ils nous ont donné 2 mois pour qu'à la rentrée qui vient de se passer, tout soit effectif. Donc en fait, c'est pareil. On attend que ça se fasse et quand ça doit être fait pour hier. Donc effectivement, du coup, sur le terrain, il y a ce décalage. Mais il faut être, comme dit Pierre, je pense qu'il faut être assez patient et se dire que ça va se réguler sur 2-3 ans. Pour voir, et puis il faut bien voir en France comment fonctionne le système. En France, c'est par silo. C'est-à-dire que le monde de l'éducation s'occupe de ça, le monde des urologues s'occupe de ça, des sexologues, etc. Il n'y a pas de transversalité. Et justement, c'est une de nos missions, et là je prends ma casquette de président, où on a fait une lettre d'étonnement, justement, à propos de cette feuille de stratégie de santé sexuelle. On s'est dit, bon, c'est très bien de s'occuper des problèmes d'IST, de sida, etc. Je veux dire, mais on oublie des pans entiers de population qui représentent des millions de personnes, des millions de personnes, tous les gens qui ont des maladies chroniques non transmissibles. Donc ça fait vraiment en France 22 millions de personnes. Les gens qui sont handicapés, donc 3,5 millions, et si on arrive à 6-7 millions de personnes. Les gens âgés, 20 millions de personnes. Et tout ça parce que finalement, ce sont les gens qui ont été dans le monde de l'IST et du HIV qui s'en sont occupés d'abord. Parce que c'est historique, vous voyez, donc on comprend comment. Donc on leur dit, c'est très bien de s'en occuper, mais enfin il faut tout de même sortir un petit peu des silos et fonctionner en traversée. Et Rosa le sait, actuellement au niveau de l'AIUS, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de faire des partenariats entre les sexologues, les urologues, les gynécologues, les médecins généralistes, les sages-femmes, etc., pour justement faire des formations et des enseignements qui sont labellisés, pour qu'il y ait un corpus de connaissances où tout le monde se dit, on parle de la même chose. Mais attendez, là on est au balbutiement, ce qu'il faut bien comprendre. Donc l'objectif est là, pour ça je suis toujours en train de vous parler du moyen terme. Soyez pas trop pressés, ça va se faire. Il y a déjà eu la santé sexuelle, c'était 2017, vous voyez, c'est pas vieux. On a eu la deuxième, bon, on va y arriver. Regardez, comme le cancer, il y a 20 ans, quand on m'aurait dit que le cancer, l'oncosexualité est un traitement obligatoire du cancer, j'aurais dit c'est impossible, je mettais un cierge à Sainte-Rita, vous voyez, n'empêche que c'est arrivé. Donc soyons pas trop pessimistes. Michel, tu voulais dire quelque chose, puis on va peut-être arrêter après. Pardon, Pierre et Michel, voilà. Là et là. C'est fini, on est en jeu. C'est juste une réflexion, il faut comprendre que le politique, c'est une grosse machine. Ils ont compris sur le tard, effectivement, l'intérêt de cette formation. Et là, soudain, effectivement, il y a une demande énorme. Alors moi, très modestement, il faut savoir qu'il y a aussi des initiatives locales. Je donne des cours de sexologie aux 2 écoles principales de sages-femmes à Paris, que ce soit Saint-Antoine et Baudeloc. Et j'ai la chance de voir aussi beaucoup de ces sages-femmes qui s'inscrivent, et je pense que tu te souviendras de ça, Coraline, il y avait pas mal de sages-femmes dans l'enseignement. C'est-à-dire qu'elles franchissent le pas et après elles deviennent carrément sexologues. Simplement, c'est des initiatives locales, mais ça se fait. La machine est en route. Oui, c'est ce que je voulais dire par rapport aux services sanitaires. C'est quand même quelque chose de nouveau et il y a des expériences un peu pilotes dans les régions. Sur Toulouse, nous, grâce à la direction du professeur Éric Huyghe, on a mis un encadrement du service sanitaire, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'heures de cours pour ces professionnels, ces étudiants professionnels de santé qui vont aller dans les lycées faire de l'éducation sexuelle. Il y a un nombre d'heures de cours et il y a un tutorat, c'est-à-dire qu'ils vont être accompagnés dans leur mission par des étudiants du DIU, des études de sexologie qui sont en 3e année. Et donc, voilà, ces expériences permettent des liens, des liens entre les générations de professionnels, c'est important, et puis toujours essayer de garder un cadre méthodologique
à ces injonctions politiques qui nous tombent dessus. On est obligé de se mettre à l'œuvre et souvent c'est vrai qu'on ne nous laisse pas le temps de nous organiser. Et c'est important de bâtir une méthode de travail et d'accompagnement. Voilà. Mais je serais contente de parler de la Martinique avec vous en aparté parce qu'il y a d'autres histoires avec la Martinique.